Le 17 septembre, un drone frappe et 3 civils meurent. La trajectoire devait mener au convoi présidentiel, puis le missile a dévié vers un camion, laissant derrière lui un doute brutal sur le contrôle du ciel et sur la portée réelle de l'opération. Si une telle frappe peut viser Ibrahim Traoré sans guerre déclarée, que devient la sécurité ordinaire, celle des routes, des marchés, des familles et le droit d'un pays à décider seul? Ce jour-là, l'incident cesse d'être local et devient un avertissement pour tout le Sahel entier. Ce récit promet une lecture rigoureuse d'un événement présenté comme accidentel, mais dont les implications dépassent largement le point d'impact et les victimes immédiates. En suivant les faits disponibles, il s'agit de comprendre ce que révèle réellement cette frappe manquée sur l'état de la souveraineté, sur les règles tacites qui gouvernent l'espace aérien africain et sur la manière dont certaines puissances projettent leurs forces sans déclaration formelle. L'enjeu central est simple, savoir si cet épisode marque une rupture durable ou s'il sera absorbé, comme tant d'autres, par l'habitude du silence international. Derrière le cas d'Ibrahim Traoré se jouent des questions concrètes. Qui contrôle le ciel? Qui décide des cibles? Et qui rend des comptes lorsque l'erreur tue des civils? Pour les États de la région, l'enjeu touche à la capacité de protéger leurs dirigeants et leur population. Pour les citoyens, il concerne la sécurité quotidienne et la valeur réelle de l'indépendance proclamée. Et pour l'ordre international, il interroge la frontière floue entre lutte sécuritaire et ingérence politique. Ce qui va suivre n'est donc pas un simple récit chronologique, mais une tentative de relier faits, choix et conséquences mesurables. Êtes-vous prêt à examiner comment un incident précis peut révéler une dynamique géopolitique beaucoup plus large? Dès les premières heures, un détail change la lecture de l'événement. Le missile utilisé n'était pas conçu pour l'aveuglement, mais pour la précision chirurgicale. Le Hellfire R9X, connu pour ses 6 lames et son usage ciblé, n'est déployé que dans des opérations où l'identité de la cible est jugée certaine, ce qui rend la thèse d'un simple accident techniquement fragile. Un chiffre suffit à poser le cadre. 3 civils tués, alors qu'une seule personne, Ibrahim Traoré, était visée selon les éléments révélés par les autorités burkinabées. Ce point de départ oblige à replacer l'incident dans son environnement stratégique. Le Sahel est l'une des régions les plus surveillées au monde, traversée par des opérations antiterroristes, des dispositifs de renseignement et des accords militaires souvent opaques. Le Burkina Faso, bien qu'en crise sécuritaire interne, n'a déclaré aucune guerre extérieure, ce qui rend toute intrusion armée dans son espace aérien juridiquement et politiquement sensible. Dans ce contexte, une frappe de drone n'est jamais neutre. Elle suppose une chaîne de décision, des sources de renseignement et une validation politique implicite. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré s'est positionné comme un acteur de rupture, cherchant à réduire l'influence occidentale et à redéfinir les partenariats sécuritaires du pays. Cette orientation a modifié la perception du Burkina Faso dans les cercles stratégiques internationaux, le faisant passer d'un partenaire fragile à un facteur d'incertitude régionale. L'incident du 17 septembre s'inscrit dans cette tension latente, où chaque mouvement est interprété comme un signal. Ainsi, ce qui apparaît d'abord comme une déviation de trajectoire devient un révélateur, celui d'un ciel africain disputé, d'une souveraineté incomplète et d'un rapport de force qui s'exerce souvent sans mots. La question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé, mais pourquoi cela a pu se produire dans un tel silence. Au centre de cette séquence se trouve un contraste frappant entre la fonction et le comportement. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef d'État retranché derrière des dispositifs spectaculaires, mais comme un dirigeant qui privilégie la mobilité discrète et le contact direct. Le matin du 17 septembre, son convoi circulait sans escorte lourde sur un axe routier ordinaire, une décision cohérente avec une vision politique fondée sur la proximité plutôt que sur la mise à distance. Cette posture, souvent présentée comme un choix symbolique, a soudain pris une dimension sécuritaire très concrète. L'alerte aérienne détectée ce jour-là a déclenché une réaction rapide des autorités burkinabées. Le changement de trajectoire du convoi, décidé en quelques instants, a suffi à éviter la frappe directe. Cette manœuvre, apparemment simple, a eu un effet immédiat. Elle a sauvé une vie,
mais elle a aussi déplacé le coût humain vers des civils qui n'étaient pas impliqués. 3 morts sur une route ordinaire ont transformé une tentative ciblée en tragédie publique. L'impact précoce de cet épisode ne se limite pas à la sphère politique. Pour les forces de sécurité, il a révélé une vulnérabilité inattendue de l'espace aérien national. Pour les citoyens, il a introduit une inquiétude nouvelle. Si un tel engin peut traverser le ciel sans autorisation, alors aucun déplacement n'est réellement neutre. L'événement a donc produit un effet psychologique immédiat, bien avant toute analyse géopolitique approfondie. Ce moment marque un basculement discret mais décisif. La question n'est plus seulement celle de la protection d'un dirigeant, mais celle de la sécurité collective et de la capacité d'un État à contrôler ce qui se passe au-dessus de ses routes. Un incident isolé devient alors un signal adressé à toute une société. Le déclencheur se situe bien avant l'explosion elle-même. Dans les jours qui précèdent le 17 septembre, le contexte sécuritaire du Burkina Faso reste tendu mais stable, sans annonce d'opération militaire majeure ni alerte publique particulière. Le déplacement présidentiel prévu ce matin-là s'inscrit dans une routine assumée, des trajets terrestres réguliers, une visibilité contrôlée et une volonté affichée de ne pas gouverner depuis un bunker. Cette normalité apparente rend l'événement à venir d'autant plus perturbant car rien n'indique une rupture imminente dans l'ordre du jour officiel. Le matin même, les premiers signaux apparaissent sur les écrans de surveillance. Un objet volant non identifié est détecté pénétrant l'espace aérien national sans autorisation préalable. Rapidement, l'analyse confirme qu'il s'agit d'un drone de type MQ-9 Reaper, un appareil militaire sophistiqué généralement associé à des opérations de surveillance prolongées et à des frappes ciblées. À ce moment, l'information reste confinée au cercle militaire et aucune communication publique n'est faite afin d'éviter la panique et de préserver la capacité de réaction. Le point culminant survient lorsque la trajectoire du drone est corrélée avec celle du convoi présidentiel. La cible devient lisible et la menace immédiate. Les autorités burkinabées prennent alors une décision rapide. Modifier l'itinéraire du convoi afin de rompre la continuité entre la cible initiale et la position réelle d'Ibrahim Traoré. Cette décision, prise sous contrainte temporelle, fonctionne sur le plan strictement protecteur. Le président échappe à l'impact direct, mais la séquence ne s'arrête pas là. Quelques minutes plus tard, le missile est lancé. Le Hellfire R9X, conçu pour frapper avec précision, ne s'autodétruit pas et ne renonce pas à sa mission. Privé de sa cible initiale, il poursuit une trajectoire résiduelle et frappe un camion civil circulant sur la même route. L'explosion est brutale. 3 personnes meurent instantanément. En un instant, une opération ciblée bascule en drame public, visible, impossible à contenir dans le secret militaire. Les répercussions commencent presque immédiatement. Sur le terrain, les secours interviennent, les débris sont sécurisés et les premières images circulent localement. Au niveau institutionnel, une enquête est ouverte sans délai avec un objectif clair: comprendre l'origine de l'engin, la chaîne de décision et les responsabilités engagées. Le choix est fait de ne pas étouffer l'affaire, mais au contraire de documenter chaque élément récupérable. Dans les heures et les jours qui suivent, l'événement quitte la sphère du fait divers pour entrer dans celle du signal politique. La présence d'un drone étranger armé, la mort de civils et le silence initial des acteurs internationaux transforment la chronologie en message. Ce n'est plus seulement une suite d'actions techniques, mais une démonstration de force qui laisse des traces durables dans les perceptions nationales et régionales. Avant l'incident, le point de référence est celui d'un espace aérien officiellement sous souveraineté nationale, sans déclaration de conflit armé avec une puissance extérieure. Après le 17 septembre, ce cadre bascule. Un drone militaire armé a pénétré cet espace, a suivi une cible humaine précise et a déclenché une frappe létale faisant 3 victimes civiles, chiffre confirmé par les autorités locales et jamais contesté publiquement. Ce passage d'un ciel théoriquement contrôlé à un ciel effectivement violé constitue le premier écart mesurable. Les débris récupérés sur le lieu de l'impact fournissent un second niveau de preuve. Les fragments du missile portent des marquages compatibles avec le modèle Hellfire R9X, une munition rare, spécifiquement conçue pour des assassinats ciblés
et utilisé dans un nombre limité d'opérations à travers le monde. Ce type d'arme n'est pas déployé de manière routinière ni dans des contextes flous. Sa présence indique une décision préalable, une validation technique et une intention précise, ce qui réduit considérablement la probabilité d'une erreur improvisée ou d'un dysfonctionnement isolé. Les données radar constituent un troisième élément clé. Les enregistrements montrent une trajectoire continue du drone depuis l'extérieur de l'espace aérien burkinabé jusqu'à la zone de frappe, sans rupture ni signal de dérive aléatoire. Cette continuité suggère un pilotage maîtrisé et une surveillance en temps réel, incompatible avec l'hypothèse d'un appareil hors contrôle. Là encore, le contraste est net. Avant l'incident, aucune alerte publique. Après l'incident, une chaîne technique complète apparaît rétrospectivement. Un autre indicateur quantifiable concerne le soutien logistique. Les informations diffusées par les autorités burkinabées évoquent un ravitaillement en vol assuré par un avion-citerne de type KC-135, appareil lourd nécessitant une planification préalable et des autorisations opérationnelles complexes. Ce détail change l'échelle de lecture. Il ne s'agit plus d'un drone isolé, mais d'un dispositif intégré impliquant plusieurs plateformes et équipes coordonnées. Le delta est clair entre une surveillance ponctuelle et une opération structurée. Enfin, la dimension temporelle renforce cette lecture. Moins de 24 heures après l'incident, les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête et la diffusion progressive des preuves visuelles et radars. Ce délai court contraste avec la lenteur ou l'absence de réaction des acteurs internationaux impliqués, créant un déséquilibre mesurable entre production de données locales et réponse externe. Là où l'on attendrait des explications rapides, le silence devient lui-même un indicateur. Pris ensemble, ces éléments ne constituent pas une accusation juridique formelle, mais ils dessinent une trajectoire cohérente. Le passage d'un ciel supposé neutre à un ciel traversé par une frappe ciblée, la nature de l'arme, la continuité radar et le soutien logistique forment un ensemble de preuves difficiles à dissocier. À ce moment, la question n'est plus de savoir si l'incident est grave, mais jusqu'où ses implications peuvent aller. Un premier argument, avancé par les défenseurs des interventions extérieures, repose sur la lutte contre l'instabilité régionale. Selon cette lecture, le Sahel serait un espace où les menaces transnationales justifient des actions préventives, parfois discrètes, afin d'éviter une détérioration sécuritaire plus large. Les drones armés seraient alors présentés comme des outils de précision, capables de neutraliser des cibles jugées dangereuses tout en limitant les dommages collatéraux. Dans cette perspective, l'incident du 17 septembre serait interprété comme une opération malheureuse, mais inscrite dans une logique de prévention globale. Un second argument insiste sur la dimension technique. Les partisans de cette thèse évoquent la complexité des systèmes de guidage, les interférences possibles et les ajustements de dernière seconde qui peuvent affecter une trajectoire. Le missile ayant frappé un camion civil plutôt que sa cible initiale serait la preuve d'un dysfonctionnement ponctuel et non d'une intention politique dirigée contre un chef d'État. L'absence de revendication officielle renforcerait, selon eux, l'idée d'un incident non assumé, donc non stratégique. Ces deux arguments méritent d'être examinés car ils structurent une partie du discours international. Cependant, confrontés aux éléments disponibles, ils montrent leurs limites. La nature même du missile utilisé, le Hellfire R9X, affaiblit l'hypothèse d'une frappe improvisée ou purement défensive. Ce type de munition est réservé à des cibles identifiées avec certitude dans des contextes où l'identité et la valeur stratégique de la personne visée sont établies en amont. De plus, la continuité des données radar et la présence d'un dispositif logistique complet incluant un ravitaillement en vol, contredisent l'idée d'une opération légère ou accidentelle. Une telle configuration implique une coordination complexe et une anticipation temporelle, difficilement compatible avec un simple acte de surveillance qui aurait mal tourné. Le silence qui a suivi, loin de dissiper les doutes, renforce l'impression d'une zone grise assumée. Enfin, replacer l'incident dans le contexte politique du Burkina Faso et du positionnement d'Ibrahim Traoré permet de relier technique et intention. Lorsque des choix de souveraineté deviennent visibles, ils attirent mécaniquement des réponses. La frappe manquée
apparaît alors moins comme une anomalie que comme un signal envoyé dans un rapport de force plus large. À ce moment du récit, l'incident cesse d'être seulement une tentative manquée pour devenir un tournant de perception. La révélation centrale tient dans la réaction elle-même. En choisissant d'exposer publiquement les éléments disponibles, Ibrahim Traoré a déplacé le centre de gravité de l'événement. Ce qui aurait pu rester enfermé dans le registre du secret militaire est devenu un objet de débat politique et symbolique, accessible à l'opinion nationale et africaine. Ce choix n'est pas anodin. Dans de nombreux cas comparables, les États touchés privilégient la discrétion, soit par crainte de représailles, soit par manque de preuves exploitables. Ici, la publication des images de débris, des relevés radars et des informations sur la trajectoire du drone a inversé la dynamique habituelle. L'attention ne porte plus uniquement sur la cible initiale, mais sur le droit même d'agir ainsi au-dessus d'un territoire souverain. Cette révélation médiane modifie aussi la lecture du silence international. Ce silence, interprété au départ comme de l'indifférence, apparaît désormais comme une stratégie d'évitement. Plus les éléments factuels sont exposés, plus l'absence de réponse devient visible, presque tangible. Le non-dit prend alors une valeur politique équivalente à une déclaration. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un changement de posture. Il ne s'agit plus seulement de survivre à une menace, mais de transformer un risque personnel en levier collectif. L'événement devient un point d'appui pour redéfinir les termes du débat sur la souveraineté, non plus en réaction défensive, mais en affirmation proactive. À partir d'ici, les conséquences ne se mesureront plus seulement en termes de sécurité immédiate, mais en effet durables sur les relations régionales et sur la manière dont l'Afrique se perçoit face aux interventions extérieures. Pour les États, l'impact est d'abord institutionnel. L'incident met en évidence une vulnérabilité structurelle, la capacité limitée à détecter, intercepter ou dissuader des incursions aériennes sophistiquées. Pour le Burkina Faso, cela se traduit par une remise à plat des dispositifs de surveillance et par une interrogation plus large sur les partenariats sécuritaires existants. Pour d'autres pays du Sahel, l'épisode agit comme un avertissement indirect. Ce qui s'est produit une fois peut se reproduire ailleurs. Le cas d'Ibrahim Traoré devient alors un précédent observé avec attention dans les capitales régionales. Sur le plan économique, les conséquences sont plus diffuses mais réelles. La perception du risque influence immédiatement les flux d'investissement, les assurances et les projets d'infrastructure. Un ciel perçu comme contesté ou instable renchérit le coût des opérations logistiques et accentue la prudence des acteurs privés. Même sans chiffres publics immédiats, la logique est connue. L'incertitude sécuritaire se traduit presque toujours par un ralentissement ou un report des engagements économiques. À moyen terme, cela peut affecter la croissance, l'emploi et la capacité de financement des politiques publiques. Pour les citoyens, l'effet est avant tout psychologique et social. La mort de 3 civils sur une route ordinaire brise l'idée que la violence armée reste confinée aux zones de combat. Elle introduit une inquiétude nouvelle dans les gestes quotidiens. Se déplacer, commercer, voyager. Cette peur diffuse ne se mesure pas facilement, mais elle influence les comportements, la confiance envers les institutions et le rapport à l'État. Lorsque la menace vient du ciel, elle semble abstraite, imprévisible, et donc plus difficile à intégrer dans une routine sécurisée. À l'échelle régionale, l'incident agit comme un catalyseur politique. Plusieurs gouvernements africains y voient la confirmation d'un déséquilibre persistant dans les relations internationales, où la souveraineté est proclamée mais contournée dans les faits. Des expressions de solidarité émergent, parfois discrètes, parfois explicites, renforçant l'idée que la réponse ne peut être uniquement nationale. La discussion sur des mécanismes de défense partagés, des systèmes de radars communs ou une coordination diplomatique accrue gagne en légitimité. L'effet cumulatif de ces conséquences est significatif. Un événement ponctuel, sans revendication officielle, produit des ondes longues et profondes. En rendant l'affaire publique et en assumant la confrontation symbolique, Ibrahim Traoré transforme une tentative de neutralisation en point de référence politique. Ce basculement modifie la manière dont les risques sont évalués, non seulement au Burkina Faso, mais dans l'ensemble de la région.
Ainsi, les conséquences ne se limitent ni aux victimes directes, ni au jour de l'attaque. Elles s'inscrivent dans le temps, affectant les États, les économies, les sociétés et l'équilibre régional. C'est à ce niveau que l'incident prend tout son sens, comme un marqueur durable d'un rapport de force en recomposition. Si l'on commence par envisager un scénario de base, la situation évoluerait sans rupture spectaculaire. L'incident du 17 septembre resterait présent dans les mémoires, mais il serait progressivement dilué par d'autres urgences sécuritaires et politiques. Les partenariats existants seraient ajustés à la marge, sans remise en cause frontale, et les discussions diplomatiques se poursuivraient dans un cadre discret. La souveraineté serait affirmée dans les discours, tandis que les capacités techniques progresseraient lentement, au rythme des contraintes budgétaires et institutionnelles. Ce scénario repose sur une normalisation prudente, où le coût du statu quo est jugé inférieur à celui d'une confrontation ouverte. On peut ensuite imaginer un scénario plus optimiste, où l'événement servirait de déclencheur à une coopération régionale plus structurée, notamment en matière de surveillance aérienne et de partage d'informations. Des initiatives communes émergeraient, visant à réduire la dépendance technologique et à clarifier les règles d'intervention dans l'espace sahélien. Sur le plan politique, la transparence adoptée après l'incident deviendrait un standard, renforçant la confiance interne et la crédibilité externe. Dans ce cadre, l'affaire ne se limiterait pas à un précédent, mais deviendrait un levier de transformation progressive des équilibres sécuritaires. A l'inverse, le scénario le plus défavorable verrait une montée des tensions. L'absence d'explications claires et la répétition d'incidents comparables nourriraient une logique de méfiance généralisée. Les États se replieraient sur des positions défensives, multiplieraient les signaux de dissuasion et durciraient leur discours. Cette polarisation accroîtrait le risque de malentendus opérationnels et d'escalade non maîtrisée. Sur le plan économique, l'instabilité perçue s'aggraverait, freinant durablement les investissements et accentuant les fragilités sociales. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Les mois à venir pourraient en combiner des éléments de chacune selon les décisions prises et les réactions observées. La clé réside moins dans la prédiction que dans la capacité à poser des conditions claires, définir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et comment mesurer les progrès réels. Dans cette perspective, l'enjeu central est de transformer un choc ponctuel en cadre de réflexion durable, sans céder ni à l'oubli rapide, ni à la surenchère symbolique. C'est dans cet équilibre que se jouera la suite. À première vue, cet épisode peut sembler lointain pour de nombreux observateurs, éloignés géographiquement et politiquement du Sahel. Pourtant, ses effets indirects touchent des cercles plus larges qu'il n'y paraît. Lorsque la souveraineté aérienne d'un État est remise en question sans réponse claire, cela affecte la stabilité régionale, et cette instabilité se diffuse par des voies économiques, migratoires et sécuritaires. Même pour ceux qui ne suivent pas quotidiennement l'actualité africaine, les répercussions finissent de par apparaître sous forme de tensions accrues et de décisions prises ailleurs sans consultation directe. Pour un public attentif aux relations internationales, l'affaire interroge la valeur réelle des principes souvent invoqués, comme le respect des frontières et la protection des civils. Si ces normes peuvent être contournées dans un contexte donné, leur solidité globale devient incertaine. Le cas d'Ibrahim Traoré agit alors comme un test, non pas de la personnalité d'un dirigeant, mais de la cohérence d'un système international fondé sur des règles partagées. Ce questionnement dépasse largement le Burkina Faso. À un niveau plus personnel, l'événement invite à réfléchir à la manière dont l'information circule. Le contraste entre l'abondance de preuves locales et la discrétion médiatique internationale montre combien la visibilité d'un fait dépend de rapports de force symboliques. Pour le spectateur, cela implique un rôle actif, croiser les sources, interroger les silences, et ne pas réduire un événement complexe à un simple titre. Enfin, cet épisode rappelle que la sécurité n'est jamais totalement externalisable. Les choix faits par les États, qu'ils concernent la transparence, les alliances ou la défense collective, finissent toujours par concerner les citoyens, directement ou indirectement. Comprendre ces dynamiques, même à distance,
constitue déjà une forme de participation civique. À ce moment, la question n'est plus seulement de qualifier l'incident, mais d'identifier des réponses crédibles et mesurables. Une première étape concerne la clarification institutionnelle. En ouvrant une enquête publique et en diffusant des éléments techniques, le Burkina Faso a posé un précédent. Cette démarche pourrait être consolidée par des mécanismes formels de notification internationale afin de contraindre les acteurs extérieurs à répondre, même minimalement lorsqu'une violation est documentée. La transparence devient alors un outil de dissuasion symbolique. Une deuxième piste porte sur la capacité technique. Le renforcement des systèmes de détection et de surveillance aérienne, même limitée, modifie le rapport de force. Il ne s'agit pas d'atteindre une parité technologique irréaliste, mais de réduire les zones d'ombre. Des coopérations régionales ciblées, centrées sur le partage de données radar et l'alerte précoce, offriraient une réponse collective, là où une approche strictement nationale reste insuffisante. La troisième étape est politique et diplomatique. En inscrivant l'incident dans les forums régionaux et continentaux, les États concernés peuvent transformer un fait isolé en enjeu commun. Cette mise en agenda limite la tentation de l'oubli et oblige les partenaires extérieurs à composer avec une position plus coordonnée. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré dépasse la réaction immédiate. Il devient celui d'un acteur cherchant à institutionnaliser une réponse plutôt qu'à personnaliser le conflit. Enfin, il existe aussi une quatrième dimension qui concerne la mesure dans le temps. Chaque action engagée doit être associée à des indicateurs simples. Capacité de détection accrue, délai de communication réduit, coordination régionale effective. Sans ces repères, le discours sur la souveraineté risque de rester déclaratif. Ces pistes ne garantissent pas une protection absolue. Elles dessinent cependant une trajectoire où l'exposition d'une faille devient le point de départ d'un apprentissage collectif. La véritable question est donc celle-ci. Les États africains choisiront-ils de transformer ce moment en processus durable ou laisseront-ils l'élan se dissiper une fois l'émotion retombée ? Le fil conducteur revient à cette route ordinaire, celle où tout a basculé sans prévenir. Une route sans symbole particulier, sans dispositif militaire visible, simplement un espace du quotidien où des civils circulaient et où un chef d'État avait choisi de ne pas se retrancher. Ce décor banal donne toute sa force à l'événement, car il rappelle que les décisions géopolitiques les plus lourdes se matérialisent souvent loin des salles de conférence, dans des lieux où personne ne s'attend à devenir une variable stratégique. En revenant à ce point de départ, le récit se resserre sur l'essentiel. L'épisode du 17 septembre n'est pas seulement une histoire de drones, de missiles ou de chaînes de commandement. C'est une histoire de seuil franchi, le seuil où la sécurité cesse d'être abstraite pour devenir tangible, où la souveraineté cesse d'être un principe proclamé pour devenir une expérience vécue. Sur cette route, la frontière entre le politique et l'humain s'est effacée. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un personnage central que comme un révélateur. Sa décision de ne pas se cacher, puis de rendre publics les éléments de l'incident, a donné une forme lisible à un malaise plus large. Ce n'est pas le geste d'un homme isolé, mais celui d'un moment où un pays, et au-delà un continent, s'interroge sur ceux qu'il accepte et sur ceux qu'il refuse désormais. La phrase qui s'impose est simple et lourde. La normalité a été rompue. Une fois cette rupture actée, il devient difficile de revenir en arrière comme si rien ne s'était passé. La mémoire de cette route, de ces vies perdues, continue de peser, silencieuse mais persistante. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas à imposer une conclusion définitive. Il invite plutôt à une mise en perspective. Ce qui s'est produit au Burkina Faso, autour d'Ibrahim Traoré, dépasse le cadre d'un fait d'actualité et pose une question durable sur la manière dont les événements lointains sont perçus, relayés ou ignorés. L'histoire montre que le silence n'est jamais neutre. Il façonne les normes autant que les prises de position explicites. Pour le lecteur ou le spectateur, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de choisir une posture. S'informer avec attention, comparer les récits, interroger les absences et les décalages fait partie d'un engagement civique minimal dans un monde interconnecté. Les dynamiques de pouvoir ne se limitent pas aux frontières nationales. Elles se nourrissent aussi de l'attention ou de l'indifférence du public. Ce récit
peut ainsi servir de point de départ. Point de départ pour suivre l'évolution de la région, pour comprendre comment les notions de souveraineté et de sécurité se transforment ou simplement pour rester vigilant face aux simplifications. Partager, discuter, questionner sont des gestes modestes, mais cumulés, ils contribuent à élargir l'espace du débat. La question reste ouverte et elle vous concerne directement. Face à ce type d'événement, préférez-vous détourner le regard ou participer à une conversation plus large sur ce que signifie aujourd'hui responsabilité, transparence et souveraineté ?